l'âme. C'est ce qui réunit ces 50 000 personnes chaque week-end. Le maillot est rouge, comme le sang qui coule dans leurs veines. Le stade, c'est leur maison, leur famille. Ils ne font qu'un. S'ils sont plus de 50 000 un week-end sur deux à supporter leurs joueurs à domicile, ils sont des centaines de milliers dans la ville à entonner cette ode à leur gloire. 71 millions à travers le monde. Les joueurs passent plus de 25 ans sans remporter le moindre titre de champion d'Angleterre. Mais l'âme résiste. Liverpool n'est pas un club comme un autre. Ce ne sont pas ces joueurs qui ont créé le mythe. Ce sont les ouvriers, la classe ouvrière qui a créé ce quelque chose que tous les clubs du monde leur envient. Mais Liverpool FC, c'est aussi des drames qui ont forgé son identité. La tragédie de Hillsborough, un mouvement de foule qui a causé la mort de 96 supporters le 15 avril 1989. Le drame du Heysel, survenu le 29 mai 1985 au stade Roi-Baudouin de Bruxelles. Une des tragédies les plus marquantes liées à une manifestation sportive et due au hooliganisme. Des grilles de séparation d'un muret se sont effondrées sous la pression et le poids des supporters, faisant 39 morts et plus de 454 blessés. Le 15 mars 1892, John Howdling créa une petite équipe composée majoritairement d'Écossais. Il était loin d'imaginer que son œuvre allait devenir un des mythes footballistiques les plus populaires au monde. Une histoire de club qui, avec le temps, transcendra de futures générations de joueurs à se surpasser, à se créer un supplément d'âme. On estime que dans notre équipe, on est une trentaine de joueuses, que chaque joueuse a un petit supplément d'âme à apporter au collectif. Alors tout le monde n'est pas leader dans la vie, tout le monde n'est pas capable de prendre de grands discours, mais en tout cas, on estime que dans notre équipe, à n'importe quel moment, n'importe qui peut prendre la parole et peut faire quelque chose pour le collectif. On a mis des règles en place pour construire ce collectif. On a des moments de remise de maillot, des moments où on peut prendre la parole dans un discours d'avant-match, des moments où on peut se révéler un peu sur le terrain. L'objectif, c'est que tout le monde se sente bien pour devenir un supplément d'âme. Nos coachs ont été très importants au tout début de l'aventure. Ils ont créé une identité qu'on n'avait pas auparavant, et notre identité est assez particulière dans l'équipe de Villeneuve d'Ascq parce qu'on a un surnom qui est assez choquant. On s'appelle les putains nanas. Alors les putains nanas, ça peut interroger quand on le dit, parce que c'est vrai que le mot putain reste quelque chose de très vulgaire, mais nous, il a vraiment une résonance très forte. Un jour, les coachs ils sont rentrés dans le vestiaire et ils se sont mis au milieu du cercle devant toutes les filles. Ils nous ont dit: les filles, est-ce que vous savez ce que vous êtes? Ce jour-là, quand ils nous ont dit ça, question philosophique à 2 minutes d'un match, on s'est dit non, on sait pas du tout qui on est. Ils nous ont resserrés, ils nous ont dit: les filles, vous êtes des putains de nanas. Vous êtes des putains de nanas parce que vous êtes des filles qui ne lâchent jamais rien, qui sacrifient tout pour pouvoir porter le dimanche le maillot. Et ce jour-là, quand ils ont dit ça, ils nous ont créé une identité. Pour être championne de France en 2016, on a mis du temps à le construire. On a mis presque 7 ans. Alors on est passé par des étapes magnifiques, puisqu'on est remonté au plus haut niveau du rugby féminin français, puisqu'on était à un niveau en dessous, on était en Pro D2, pour que ce soit plus simple. Puis on est remonté au top 16, le meilleur niveau français. Puis après on a passé des étapes assez compliquées, en perdant des demi-finales, en perdant des finales. Et puis l'année vraiment de la consécration pour nous, c'est l'année 2016, où on ramène le premier titre de championne de France dans les Hauts-de-France.
Et on a mis plein d'ingrédients en place pour réussir ça. Mais nous, ce qui nous a fait gagner cette année-là, c'est la question de la prise d'initiative, le leadership alterné. Et puis on a eu malheureusement un événement qui a été très douloureux à vivre en début d'année, puisqu'on a une joueuse qui s'est blessée très très gravement en tout début d'année. Elle a fini dans le coma et été tétraplégique. Et puis on avait un combat à mener. Notre combat, c'était de gagner ce titre de championne de France, mais un jour aussi de la mettre debout sur notre bouclier. Le bouclier, c'est la récompense au rugby quand on est championne de France. Et donc on avait une double promesse à tenir, c'est-à-dire de gagner le titre et en même temps l'amener sur le bouclier. Et toute cette année-là, elle s'est construite là-dessus. Elle s'est construite sur le fait que chaque fille devait apporter au collectif. Et pas uniquement sur le terrain, parce que s'entraîner, ça tout le monde sait le faire. Par contre, donner au collectif des petits bracelets, on s'était fait des jolis bracelets pour essayer de se booster et pour se dire qu'un jour, si on avait besoin, il suffisait de le regarder. Il y a une joueuse aussi, à sa façon, qui un jour nous a toutes rassemblées chez elle et nous a dit qu'elle avait lu dans un livre que si on serrait très fort un arbre, on pouvait puiser toute l'énergie de cet arbre. Alors, on a rigolé en le faisant, mais cette fille, elle avait ce jour-là créé du lien entre nous. Elle avait créé de l'émotion, on n'a pas été capable de la chercher ailleurs, pour nous resserrer. Et ça, toute l'année. Toute l'année, on a vécu des moments uniques et formidables à vivre en équipe qui nous ont permis de se construire et aller jusqu'au titre de championne de France.